Je me présente, je suis François Brun, je suis membre d'une association qui s'appelle Allocation Climat, qui est, Augustin, je te laisse te présenter peut-être. Moi, je suis Augustin, je suis en dernière année de master à Dauphine en économie et finance. C'est un ensemble de gens, enfin, plutôt ingénieurs, économistes, qui se sont regroupés, on va dire, au début 2020, sur une base de constat qui était qu'on ne prenait pas le bon chemin. On avait résolu de travailler sur un projet qui garantirait l'arrivée au net zéro émission en 2050. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se cache derrière cette notion d'allocation climat. On a vécu en l'été 2022 et l'été 2023 des conditions extrêmes qu'on considérait qui devraient être les nôtres dans un futur pas très lointain, mais qui n'était pas quand même un futur immédiat. Et en fait, ça nous arrive beaucoup plus tôt dans la figure, beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Et on est vraiment face à des catastrophes qui laissent augurer d'un futur encore plus difficile à assumer. Voilà, ça, c'était les précipitations en France à l'hiver 2022-2023. Les nappes étaient en état de sécheresse avancée. Il y a eu cet été une tempête tropicale sur la Méditerranée et il est tombé dans certaines parties de la Libye la quantité extraordinaire d'eau de 640 litres par mètre carré en certains endroits. 64 centimètres d'eau sont tombés. Voilà, alors il faut agir rapidement et efficacement. C'était toute la question de ce projet-là. Donc, je vais vous présenter d'abord le contexte. La notion de budget carbone est très importante puisque c'est là-dessus que sont fondés les accords de Paris et aussi c'est l'argument principal de l'allocation climat. On a des émissions historiques, 1850-1820, de 2650 gigatonnes de CO2, et il nous en reste au niveau mondial 235. Pour la France, c'est 130 millions de tonnes, et ces 130 millions de tonnes, c'est ce qui aboutit à ce chiffre bien connu de tout le monde maintenant, qui est de 2 tonnes en 2050 par personne. On émet actuellement à un niveau record de 54 gigatonnes par an, et rien que les incendies au Canada ont rajouté 1 gigatonne à ce total pour cet été. Donc voilà, on dispose d'un budget carbone et on doit baisser nos émissions. Alors là, on voit l'empreinte carbone de la France sur les années récentes et on voit que c'est en baisse, mais que c'est en baisse très légère. C'est une baisse tendancielle de 1,5% par an. Alors il y a eu en 2020 une baisse plus notable qui était d'environ 5%, mais qui a été suivie d'un rebond en 2021 qui a fait que cette année n'a pas été précurseur des baisses qu'on devrait suivre parce que cette baisse entre 2019 et 2020, c'est la baisse qu'on devrait avoir chaque année jusqu'en 2050. Ça, c'est les 130 millions de tonnes en 2050. Et la baisse, pour atteindre ces 130 millions de tonnes, c'est 5% par an. Il faut qu'on baisse nos émissions de 5% par an. Ces émissions, elles sont produites par 6 secteurs principaux. Il y a les déplacements qui, avec le chauffage des bâtiments, consomment principalement des sources fossiles, donc qui émettent du carbone. Ensuite, il y a l'agriculture, mais l'agriculture qui émet beaucoup de carbone, pas tellement par les engins qu'on fait circuler dans les champs, mais par la fabrication d'engrais et les produits phytosanitaires au sens large. Ensuite, il y a l'industrie. Et en dernier, la production d'électricité, parce que la production d'électricité a son origine dans les énergies fossiles pour une partie. Et le dernier petit part du camembert, là, c'est le traitement des déchets. Ça, ce sont les secteurs économiques qui émettent du CO2, mais in fine, ces produits, toutes ces consommations, c'est nous qui les utilisons. C'est nous qui nous déplaçons. Quand c'est un camion qui se déplace, on finit par considérer qu'il se déplace pour nous parce qu'il va transporter des produits qui nous sont destinés. Le chauffage, c'est le chauffage des lieux où on travaille, mais les lieux où on travaille, c'est des lieux qui tournent pour qu'on bénéficie à un moment donné d'un service ou d'un produit. Les maisons, c'est les endroits où on vit. L'agriculture, c'est pour nous nourrir ou pour nourrir les animaux qui vont nous nourrir. Et l'industrie, voilà. Quoi qu'on regarde, finalement, on est tous, à un moment donné, les consommateurs finaux de cette énergie et on est les responsables finaux, mécaniquement, de ces émissions de CO2. Et donc, on s'est dit que les consommateurs citoyens avaient potentiellement une grande responsabilité dans ces émissions et surtout une grande capacité d'action si on leur donnait les moyens. Les émissions, elles sont mal connues. On a tous lu à un moment donné le contenu carbone d'un jean, mais on l'oublie en général aussi vite. On sait tous à un moment donné que la viande a un fort contenu carbone, beaucoup plus que les végétaux, mais toutes les viandes n'ont pas le même contenu carbone. Alors est-ce qu'on saurait choisir entre 2 viandes différentes et ainsi de suite? Est-ce qu'on sait le contenu carbone d'un déplacement en voiture à essence, d'un déplacement en voiture hybride, d'un déplacement en voiture électrique, le contenu carbone d'un chauffage en fonction du mode de chauffage? Bon, tout ça, on ne le sait pas, on l'oublie très vite parce qu'on n'a pas la culture du carbone. On connaît les prix des choses, mais on ne connaît pas l'impact carbone des biens qu'on consomme. Et pour acquérir cette culture du carbone,
il est indispensable de pouvoir étiqueter tous les biens et services qu'on consomme en carbone. Juste quand je dis que les citoyens consommateurs sont responsables de ces émissions carbone, il ne faut pas le prendre d'un point de vue moral, c'est-à-dire ils sont responsables mécaniquement parce que c'est une responsabilité, je dirais, par les déséquilibres géochimiques que ça introduit dans le climat. Bien sûr, les citoyens ne sont pas responsables de l'environnement technique, économique, culturel et même politique dans lequel ils vivent. Ils en ont hérité pour l'essentiel. Et donc, cette responsabilité, elle existe, mais il faut trouver le moyen de pouvoir avoir une action sur cet environnement économique. On n'oublie pas, bien sûr, la responsabilité de l'État. Parce que nous, on s'adresse principalement aux citoyens, aux consommateurs, mais on n'oublie pas la responsabilité de l'État, parce que c'est l'État qui peut agir sur les infrastructures techniques qui font notre environnement énergétique. On construira des centrales nucléaires ou on construira des sites d'énergie renouvelable parce que l'État le décidera ou parce que l'État y incitera. Ce ne sera pas l'action des consommateurs pour l'instant qui sera capable de faire basculer ces infrastructures ou d'avoir une influence suffisamment rapide sur les décisions de produire ces infrastructures. Mais néanmoins, agir sur notre consommation, c'est aussi un moyen d'agir sur le basculement de toutes ces chaînes économiques. Alors, on va regarder comment ça marche. Pour étiqueter le carbone, il y a différentes méthodes. Et la méthode qu'on va suivre, nous, c'est une méthode qui recense les émissions carbone dans le périmètre de la production du bien jusqu'à sa mise sur le marché. Grosso modo, c'est le périmètre déclaratif auquel sont soumis les entreprises européennes qui bénéficient des quotas. Ça s'appelle le UMRV, Monitoring, Regulation and Verification. Donc, c'est un principe où on regarde toutes les émissions à l'amont d'un produit contenu sur le produit mis en vente. Ça aboutit à un étiquetage carbone précis qui permettra de différencier deux jeans apparemment équivalents, mais auxquels on pourra mettre un poids carbone différent. À côté du prix en euros, il y a un poids en carbone pour le vélo, la voiture. Cette étape de l'étiquetage, c'est l'étape indispensable pour pouvoir compter le carbone qu'on consomme et qu'on émet à travers notre consommation. Parce que le but, c'est bien de connaître son empreinte carbone personnelle. Alors, toute la question se pose après de la méthode qu'on emploie pour étiqueter les biens et services. Il y a la méthode qui est actuellement utilisée parce qu'on connaît le poids carbone d'un certain nombre de produits. C'est une méthode qui est celle de l'ACV, de l'analyse de cycle de vie, qui prend produit par produit. Il y a une enquête sur tout le processus productif à l'amont et qui détermine pour un produit le poids carbone final après l'intervention d'un spécialiste qui véritablement mène une enquête. La difficulté, c'est que c'est une démarche qui est individualisée au niveau de chaque produit et qui demande à chaque fois une enquête précise qui doit être fine, informée et qui, malgré tout, aboutit à des résultats assez imprécis parce qu'elle est beaucoup fondée sur des moyennes, sur des ratios, parce qu'on n'a pas de moyens très précis, par exemple, de connaître le poids carbone de l'électricité qu'aura consommé une entreprise pendant le processus de fabrication ou autre matière intermédiaire. Et cette imprécision est un problème parce que si on veut prouver aux gens leur empreinte carbone, il faut pouvoir leur prouver de manière précise et indiscutable. Il y a aussi une autre difficulté qui est liée à cet étiquetage des biens par analyse de cycle de vie, c'est que la quantité de biens qui est sur le marché est absolument immense. Un hypermarché Carrefour, sur une année, fait passer 150 000 produits différents dans ses rayons. Donc, on imagine que produire 150 000 analyses de cycle de vie pour pouvoir produire 150 000 étiquettes, c'est carrément hors de portée. Ce serait extrêmement coûteux financièrement parce que extrêmement coûteux en travail humain pour établir ce score énergétique. Donc voilà, on aboutit à une sorte d'impasse par l'immensité du travail auquel ça correspondrait. Je vais expliquer le principe de la distribution. On a donc un budget carbone collectif à respecter année après année. C'est un budget qui est décroissant. Et s'il est en décroissance pour tous collectivement, pour la nation, il est aussi en décroissance individuellement. Donc, ce budget carbone est alloué personnellement, il est équitable et il est capé sur nos émissions. Mais ne sont distribués que des quantités de droits à émettre qui correspondent réellement aux objectifs qui sont les nôtres en termes d'émissions. C'est-à-dire qu'on ne distribue que ce qui est compatible avec le budget d'émissions carbone qui est lui-même compatible avec les 1,5 degrés en 2050. Les bénéfices de cette distribution individuelle, c'est d'abord la garantie du résultat, ensuite une liberté de choix et à la fin, je vous expliquerai comment ça aboutit à un résultat qui est plus juste que toute autre distribution.
L'organisme qui gérera la distribution du budget carbone individuel sera un organisme géré démocratiquement. Ce n'est pas une boîte noire, ça ne peut pas être une distribution opaque. Il faut que ça corresponde à des principes simples et qu'il y ait une surveillance démocratique, évidemment. Bon, c'est des choses qui vont de soi, mais bon, qui méritent d'être dites parce que ce sera un extrêmement grand enjeu sur nos modes de vie. Et donc, on ne peut pas imaginer que ça ne soit pas fait en toute transparence. Le principe de l'étiquetage, maintenant on va rentrer dans le détail, c'est tout simple. C'est une compagnie, une entreprise a des fournitures à l'amont. Donc chaque produit qu'elle achète, puisque toutes ces fournitures amont font l'objet d'une facturation, sont étiquetés eux-mêmes en carbone. Donc elle achète 10 d'un côté, 5 de l'autre. On parle en point carbone. Elle a acheté 15 au total. Après, elle émet, mais elle achète aussi de l'énergie pour faire tourner les machines qui vont transformer ces produits amont. Donc de 5, elle passe à 20. Bon, ce n'est pas uniquement des achats d'énergie, c'est aussi mettre de l'essence dans les véhicules des collaborateurs pour qu'ils aillent se déplacer pour vendre. Enfin, c'est tout le processus qui fait qu'elle est capable de mettre des produits sur le marché. Donc tout ce processus lui a coûté 20 et elle va avoir une masse de produits en vente et elle va répartir exactement ses émissions carbone sur ses ventes. L'intégralité des coûts doit se refléter dans les ventes. Le respect de cette égalité est garanti par des normes comptables d'un nouveau genre, mais qui sont régulées comme les flux financiers sont régulés aujourd'hui. La sincérité des comptes est une obligation pour les entreprises. La sincérité des comptes carbone sera aussi une obligation. Elle sera garantie par les commissaires aux comptes de la même manière que les entreprises qui sont soumises aux commissaires aux comptes garantissent l'exactitude des bilans financiers. Et sans ça, ce sera la responsabilité du comptable et du chef d'entreprise in fine. Mais produire des faux comptes aujourd'hui, c'est une faute qui peut emmener en prison. De la même façon, ce serait contraint pour la sincérité de la comptabilité carbone. On voit bien que cette chaîne comptable dont on voit le mécanisme sur un étage de la production, mais il existe à tous les étages de la production et il démarre à l'extracteur, parce qu'à l'origine de toute production, il y a l'extraction, que ce soit de l'extraction d'énergie ou l'extraction de matières premières, mais l'extracteur de matières premières va facturer, lui, intégralement, il consomme quasiment que de l'énergie. Pour sortir du minerai de fer, c'est principalement l'énergie qu'il a fallu pour le sortir de la terre. Et à l'aval de ce processus extractif, ce sont toutes des étapes de transformation qui, à chaque fois, consomment de l'énergie, c'est ce que Jean Covici a bien montré, et qui aboutissent à la toute dernière étape. La toute dernière étape, c'est l'étape de la consommation. Et à l'étape de la consommation, ce poids carbone, il vient consommer le budget carbone de chaque consommateur. Et tous les outils qui existent pour gérer les flux financiers peuvent être réutilisés. On peut y adosser une nouvelle colonne qui apparaît, qui est la colonne des flux carbone. C'est-à-dire que toute transaction financière peut devenir une transaction en carbone. Tout paiement peut devenir un paiement en carbone. Tout paiement par carte bleue peut associer un paiement du poids carbone au paiement en euros. Alors, la distribution des budgets carbone, puisqu'au bout du compte, à un moment donné, c'est ça qui devient la question un peu cruciale. Comment est-ce qu'on distribue aux gens le budget qu'ils vont dépenser en achetant? Alors, on s'est basé sur la notion d'unité de consommation. L'unité de consommation étant une notion de l'INSEE qui permet de mesurer le niveau de vie des ménages, parce que l'INSEE raisonne beaucoup en ménage. Et un ménage, c'est un adulte, deux adultes et des enfants. Et on considère qu'un ménage avec deux adultes et deux enfants, ce n'est pas égal à deux ménages à deux. Donc, les enfants, alors il y a deux tailles d'enfants, un petit et un moins petit, qui comptent chacun pour 0,3 ou 0,5 suivant l'âge de l'enfant. Ce qui fait qu'un ménage avec deux parents et deux enfants ne comptera pas pour 4 unités de consommation, mais pour environ 3 ou 2,8. Ce qui fait que s'il y a 68 millions d'habitants en France, l'INSEE compte 43 millions d'unités de consommation. Donc, on va distribuer, nous, le budget carbone à ces 43 unités de consommation, ce qui fait que l'empreinte, bon, que classiquement, que vous connaissez peut-être, qui est de 9 tonnes et quelques, 9 tonnes et demie de chaque Français actuellement, en fait, si on regarde par unité de consommation, c'est plus 9 tonnes 5, c'est 13 tonnes et quelques, enfin bon, c'est supérieur. Et l'objectif rapporté à l'unité de consommation en 2050, c'est plus 2 tonnes, mais 3 tonnes, parce que ça multiplie par 1,5. La caisse climat, de la même façon, elle dépose sur le compte carbone de chaque personne qui est responsable de ses achats. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que est-ce qu'un mineur gère lui-même son budget carbone? Est-ce que ce sont ses parents? Bon, là, il y a des subtilités.
en disant on va renvoyer ça quand même sur le citoyen et donne à chaque citoyen mensuellement un budget carbone qui vient simultanément avec, on simplifie, hein, avec le salaire. Ce qui fait qu'on a deux ressources, une ressource en euros et une ressource en carbone. C'est une ressource dans la mesure où c'est quelque chose dont on a besoin pour consommer. On a besoin de pouvoir émettre du carbone pour consommer. Un citoyen a du coup deux flux entrants, le flux de ses revenus financiers et le flux du carbone qu'il pourra émettre. Après, une entreprise qui vend des produits qui ont une valeur en euros et une valeur en carbone. Donc, on voit bien ces deux flux simultanés qui s'installent lors de chaque transaction. Donc, c'est important ça, c'est lors de chaque transaction. Parce qu'après, il y a toutes les consommations qu'on a qui sont hors transaction. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Cette personne, ce citoyen, alors là qu'on pourrait d'ailleurs dire plutôt que citoyen, c'est un consommateur. Il a besoin pour consommer d'avoir des ressources en euros et en droit d'émission de carbone, en carbone pour simplifier, en point carbone pour procéder à l'achat. Voilà. Alors se pose la question des équilibres, parce que cette distribution du carbone, elle est faite sur une moyenne. On distribue à chaque unité de consommation, à chaque Français si on veut être plus simple, ou à chaque Européen si jamais on avait un périmètre d'application qui était l'Europe, on distribue une quantité moyenne. Par exemple, si en moyenne les ménages français ont une empreinte carbone de 15 tonnes par an, on va distribuer 15 tonnes la première année, puis 15 tonnes moins 5% la deuxième année, et ainsi de suite. Mais on distribue 15 tonnes à tout le monde. Ce qui veut dire que, comme c'est une moyenne, il y a des gens qui sont au-dessus de ces 15 tonnes et il y a des gens qui sont en dessous. La courbe montre les choses ainsi qu'il y a énormément de gens qui sont autour de la moyenne et puis il y a une part en constante croissance des revenus qui se concentre sur une part en constante diminution de la population. Que le dernier décile, mais plus que le dernier décile, il faudrait presque parler du dernier centile, a des revenus, consomme et émet beaucoup, beaucoup plus que les 9 autres déciles. Le but de l'allocation climat, ce n'est pas le communisme immédiat. Ce n'est pas de dire à tout le monde, vous allez tous consommer pareil parce que vous serez tous limités de la même façon dans vos émissions de carbone. Non, on considère que dans un premier temps, il va y avoir une réallocation du carbone par le biais d'un marché qui fait qu'il y aura des vendeurs. Les vendeurs, ce seront ceux dont les émissions seront en dessous de la moyenne. Donc, c'est les 4 premiers déciles, pour simplifier. Il y aura des gens qui seront peut-être pas ni vendeurs ni acheteurs, ce seront les 2 déciles suivants. Et puis, il y aura des déciles suivants qui commenceront à avoir des besoins pour être remplis. Donc, ceux qui sont excédentaires en droit d'émission pourront, par ce marché, les vendre à ceux qui sont acheteurs. Alors, qu'est-ce que ça produit? Parce que c'est une transaction en euros. Donc, ça produit un transfert de richesse des plus riches vers les plus sobres. On va parler des plus sobres par euphémisme, parce que ce sont aussi les plus pauvres. Mais il peut y avoir aussi des gens très sobres qui ont fait beaucoup d'efforts et puis qui prennent pas l'avion, qui se déplacent en train, mais qui ont besoin parce que le train c'est cher. Bon, ils dépensent des euros pour se déplacer en train, mais ils font l'effort de se déplacer en train, donc ils consomment pas beaucoup, donc ils ont des points carbone à vendre et ils peuvent les vendre à ceux qui font pas d'efforts. La question qui immédiatement vient, c'est ah ben oui, mais il y a des gens très riches qui vont pouvoir acheter tout le carbone qu'ils veulent parce qu'ils justement ils sont très riches et ils feront aucun effort. Et donc, cette injustice perdurera et le système sera inacceptable. Tout le monde ne fait pas les mêmes efforts. Et d'autant plus que ceux pour lesquels ce sera le plus difficile, c'est les déciles du milieu, ceux qui sont quelquefois contraints à des fortes émissions de carbone sans avoir les revenus qui leur permettraient d'acheter facilement sur le marché du carbone. Donc, on en est très conscient et on dit, ben non, il y aura des limitations, soit en volume, soit les prix croîtront au fur et à mesure qu'on sera demandeur de carbone. Et la première tonne de carbone supplémentaire coûtera 1, la deuxième 1,5, la troisième 2, 5 et la quatrième 5. Enfin bon, on peut imaginer une pente de coûts croissant au fur et à mesure que les besoins sont croissants. Et cette surtaxe mise sur les achats des plus émetteurs, de ceux qui ont les plus gros besoins, ça produit des revenus qui peuvent permettre d'investir dans la décarbonation des infrastructures techniques qui accéléreront la décarbonation de l'ensemble de la société. Donc voilà, il faut pas qu'ils vendent tout, tout, tout. Bien sûr, c'est un équilibre à garder parce que récupérer de l'argent sans avoir du carbone derrière, eh ben, ça ne sert pas à grand-chose, sauf à se payer des cours de violon donnés par le voisin qui seront pour le coup absolument sans poids carbone ou des cours de chant, enfin des pures prestations intellectuelles, mais encore, il faut venir à pied. Et tout le reste a malgré tout un contenu carbone. Donc effectivement, si on a des surplus de carbone, il ne faut pas qu'on les vende tous parce qu'après, ben, des euros, on ne saurait pas trop quoi en faire. Si on a des gros investissements à faire, on peut étaler la consommation du carbone sur plusieurs années. Par exemple, je dois acheter une voiture, disons que ça pèse 3 tonnes, c'est trop lourd pour mon budget annuel, je le répartis sur 5 ans et chaque année, ça consomme une part des émissions carbone correspondantes. Et de la même façon pour une maison où ça peut s'étaler sur beaucoup plus.
Les transactions en espèces, alors il y a différents moyens. Soit on dit qu'on doit un moyen qui n'est pas très élégant puis qui est un peu absurde, c'est de dire il y a une transaction en espèces, il faut y accoler une transaction par le biais d'une carte carbone qui s'apparente à une transaction carte bleue. L'autre manière que moi je défends, parce qu'il y a encore des débats, hein, c'est de dire qu'il faut regarder quel est le poids moyen carbone des dépenses en espèces des Français. On fait une étude statistique. Et puis après, à chaque fois qu'on sort des espèces, on est débité du poids carbone moyen de chaque euro dépensé en espèces. Alors, il faudrait interdire qu'on puisse acheter de l'essence avec des espèces, parce que ce serait forcément déséquilibré. Il y a effectivement toujours des difficultés, mais on peut trouver un moyen qui, par approximation, le résout. On a fait un premier rapport de faisabilité en 2021. On a fait un résumé pour les décideurs. On l'a envoyé au Conseil pour le climat. On avait débattu aussi avec France Stratégie, notamment en face des défenseurs de la taxe carbone, pour montrer qu'un budget carbone individuel serait plus efficace. Alors, s'il y a une chose qui est importante à dire, c'est que votre truc est très compliqué pour un résultat qui pourrait être atteint par la seule réglementation. Par exemple, la réglementation environnementale 2020 oblige à la décarbonation de la construction du bâtiment. C'est vrai, sauf qu'il y a, au fur et à mesure qu'on arrive à décarboner un certain nombre de produits, de production matérielle, il y a toujours un effet rebond. L'effet rebond, c'est quand, par exemple, on a une voiture électrique, et bien, tout d'un coup, on va se sentir autorisé à rouler, où ça a un impact carbone parce qu'on use les routes, parce qu'on use des pneus, parce qu'on use des infrastructures. Donc, il y a un effet rebond inévitable. Et cet effet rebond est incontournable, il est inéluctable. On se chauffe avec une source d'énergie décarbonée, on va se chauffer un peu mieux. Les effets rebonds sont souvent plus importants qu'on ne croit et souvent mettent à mal les objectifs chiffrés et les résultats qu'on espère atteindre en décarbonant tel ou tel secteur de la consommation. On va terminer sur ce qu'est l'association. Nos objectifs, nos objectifs, c'est de continuer à travailler sur le plan des comparaisons économiques avec les autres systèmes proposés pour atteindre un mode de vie décarboné. C'est aussi travailler sur l'acceptabilité sociale de ce projet-là, parce que paradoxalement, il apparaît très vite quand on l'expose comme étant une sorte d'atteinte extraordinaire à la liberté, parce que pour beaucoup, la liberté, c'est la liberté de consommer. Donc, c'est la liberté d'émettre autant qu'on veut. Et atteindre à cette liberté, c'est ressenti comme pas supportable. Alors qu'il y a des limites à la liberté de chacun que tout le monde trouve absolument normales et supportables. C'est par exemple la limite apportée à la liberté de consommer qui résulte des limites qu'on a dans nos ressources financières. Je veux dire, si nos ressources financières sont finies, à un moment donné, notre liberté de consommer, elle bute sur cette limite. De la même façon, là, la liberté de consommer butera sur une autre limite, c'est la limite à émettre du carbone. Mais néanmoins, on conserve la liberté de choisir. Et ça, c'est primordial, parce que de la même façon que on est limité dans ses aptitudes à consommer parce qu'on est limité par l'argent qu'on a, on conserve une liberté de choix. Cette liberté de choix, elle est plus importante que la limite. On conserve la possibilité de choisir ce qu'on consomme, donc on conserve une liberté, même si on est limité par l'argent qu'on a. Et ce sera pareil avec l'allocation climat. On sera limité dans notre capacité à émettre du carbone, mais on conservera une possibilité de choix, d'arbitrage. Par exemple, si on est très, très économe dans tous les compartiments de sa vie, on pourra très bien continuer de prendre l'avion parce qu'on aura fait beaucoup d'efforts dans les autres secteurs. Et quelqu'un qui serait addict à la viande pourrait très bien continuer de consommer de la viande s'il fait des efforts dans d'autres secteurs. Donc tout ça, ça nous permet d'éviter des mesures contraignantes et autoritaires qui seraient du type, dorénavant, pour respecter nos objectifs carbone, interdit de prendre l'avion plus de 4 fois dans la vie. Je prends cet exemple puisqu'il est sorti, Jean Covici l'avait sorti, un peu à titre de boutade, mais enfin pas tout à fait. Donc cette notion qui est de laisser à chacun une capacité à décider un petit peu la manière dont il va se décarboner, les priorités qui vont être les siennes. S'il veut habiter à la montagne, peut-être qu'il va accepter de dépenser un peu plus en chauffage parce qu'à la montagne, il fait froid en hiver. Il ira moins en vacances parce qu'il sera à la montagne, il n'aura peut-être pas besoin de partir en vacances. Enfin, donc voilà, il y a des tas d'arbitrages qui sont très personnels et qui restent possibles avec l'allocation climat. Bon, donc ça, je vous parler de ça à l'occasion de l'acceptabilité sociale. Et puis, voilà, ce qu'on veut, c'est mettre ce projet dans le débat, en parler dans les réseaux sociaux, en parler aussi avec des autres associations qui ont ce sujet-là à leur agenda. Alors, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous êtes convaincu que c'est une bonne idée, que ça vous semble être un projet qui mérite d'être soutenu, vous pouvez tout à fait nous rejoindre en faisant avec les moteurs de recherche allocation climat, vous tombez sur nous, mais vous pouvez aussi photographier le QR code. Et voilà, je suis à vous pour toutes les questions que vous voudrez bien poser.
J'avais juste une question, sur, à quel point ça va aller loin dans le calcul des points carbone de quelque chose qui est consommé. Donc par exemple, un concert, est-ce qu'on prend en compte toutes les émissions carbone d'un artiste qui prend son jet privé et cetera? Alors qu'en soi, le bien consommé, c'est entendre la musique, sur scène. Enfin et il y a plein de différentes situations qui me paraissent très compliquées. Enfin, j à où est-ce qu'on met la limite en fait, de où le calcul s'arrête? Il y a une règle qui est simple, c'est que dès qu'il y a transaction financière, il y a échange de carbone. Par exemple, un artiste français, quand il se produit sur scène, c'est un agent économique. Il vend une prestation et il va dire à l'organisateur du spectacle, ah ben moi, je suis venu en trottinette, c'est 10 grammes de carbone. Et puis l'autre va dire, je suis venu en avion de Rennes et c'est, je dis n'importe quoi, 2 tonnes de carbone. Alors l'acheteur, qui est l'organisateur du spectacle, lui, il sait que quand il va vendre ses billets, au spectateur, il va vendre ses billets assortis d'un coût en carbone. Donc il va se dire ah bah oui oui mais moi les jeunes qui vont vouloir venir écouter le spectacle, ils vont peut-être regarder le poids carbone du ticket. Celui qui vient en avion, non peut-être pas. Je vais peut-être prendre de tous les artistes qui viennent en trottinette, ça va me faire un ticket moins coûteux en carbone. Et on voit là que alors je parlais tout à l'heure de la pression. On n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs de la pression sur l'économie et sur la chaîne économique des acheteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont se trouver en face d'une décision d'achat, ils vont devoir arbitrer en fonction de critères qui sont déjà des critères qui interviennent dans notre choix actuellement, la qualité et le prix. Et puis, il y aura un troisième critère qui interviendra et qu'on pourra assimiler à un critère de qualité, mais enfin qui sera distinct et qui sera mesuré, il sera le poids carbone. Donc on se dira, tiens, j'ai 2 yaourts, mais il y en a un qui est aussi bon, mais qui pèse un peu moins en carbone, je vais prendre celui-là. Et donc on transmet une information à la chaîne économique qui est une demande d'allègement en poids carbone. Alors, de la même façon, les acteurs économiques, eux, transmettent cette information parce qu'un organisateur de spectacle, parce qu'il y aura une sorte de concurrence sur l'impact carbone, et c'est vrai dans tous les secteurs économiques, le poids carbone, et plus la contrainte carbone va être forte, c'est-à-dire que plus on va s'avancer vers ces 2 tonnes en 2050, plus la contrainte carbone va devenir forte, et plus ça va être la valeur qu'on va regarder. Parce qu'à un moment donné, on aura beau avoir des euros, ces euros, ils ne vaudront pas grand-chose si on n'a pas des biens décarbonés à acheter en face. Donc, il y aura la valeur des biens, ce sera un mix entre la valeur financière et la valeur carbone. Alors, j'ai juste rajouté un petit truc, c'est qu'il y a tout un pan de notre consommation qui est une consommation qui ne fait pas l'objet de transactions financières. Par exemple, la consommation qui est un autre des services publics, on va à l'hôpital, on ne paye pas, sauf l'hôtellerie. L'hôtellerie, elle sera facturée, il y aura un petit poids carbone. Les soins, par exemple, sont décarbonés. Alors, tous ces services collectifs-là qui aboutissent à des prestations qui ne sont pas facturées, l'armée ne facture pas la sécurité qu'elle apporte, auront des budgets carbone alloués, qui viendront en déduction du budget carbone global de la nation française. Et ces budgets carbone, eux aussi, auront des pentes descendantes pour que l'ensemble des secteurs de l'administration se décarbonent au même rythme que la société. Merci, bonsoir. Déjà, merci pour la présentation. Je ne sais pas si vous connaissez le slogan l'écologie sans lutte des classes et du jardinage, parce que je vous avoue que là, vous me parlez de marché, d'économie, d'investissement, d'achat. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'envisagez pas de sortir la société libérale. Et j'avoue que ça me dérange un peu. C'est tout à fait vrai. C'est un système qui vise à être acceptable par l'ensemble du champ politique. On peut très, très bien imaginer qu'un libéral extrême, il dirait ah ben non, par exemple, aucune régulation du marché du carbone. Ceux qui ont des capacités financières achètent tout le carbone qu'ils veulent, thésaurisent et spéculent même, puis revendront le carbone en 2050 très très cher. Enfin, revendre du carbone en 2050 très très cher, à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Parce que récupérer des euros qu'on ne pourra plus dépenser parce qu'on n'aura plus le carbone nécessaire à adosser pour acheter les produits, parce que les produits conserveront un poids carbone, quoi qu'on fasse, ça n'aura plus de sens. Mais on assume d'avoir un projet qui soit entendable par tout l'éventail politique qui existe, bon, même si on sait qu'il y a une partie de l'éventail politique qui, dès qu'on parlera d'une limite à la possibilité d'émettre du carbone, considérera que c'est impossible et que non, nos libertés valent mieux que l'avenir de la Terre, notre liberté de consommer et d'émettre du carbone. Et c'est vrai, cette remarque que tu émets est tout à fait réelle, elle correspond à notre projet, c'est de faire un système qui soit implémentable et écoutable dans les conditions politiques dans lesquelles on est actuellement. Comment on fait, dans le monde globalisé qu'on est actuel, vu qu'on fait des échanges dans les pays qui peut-être ne prennent pas ça en considération? Est-ce que du coup la solution c'est on se referme sur nous-mêmes et à quelle échelle ça peut marcher en fait?
Alors ça, c'est effectivement une question qu'il fallait aborder et qu'on a abordée, parce qu'une bonne part de nos achats, notamment de produits finaux, enfin les produits de consommation, sont fabriqués hors du périmètre et français et même européen. Et il n'est pas question que ces produits soient non étiquetés ou soient étiquetés de manière fantaisiste. Alors, il y a deux situations. L'étiquetage carbone sera normalisé, correspondra à une norme de production d'informations qui sera émise au niveau soit national, soit ou européen, mais en tout cas qu'on imposera aux produits. Alors, soit ils respecteront cette norme dans leur étiquetage carbone, et s'ils ne le respectent pas ou si on a des doutes sur la manière dont, si ce n'est pas certifié, eh ben, on remettra les douanes en marche. Depuis quelques jours, on a remis en marche des taxes carbone sur les produits très lourds en émissions de CO2 type acier au niveau européen. Là, de la même façon, mais sur l'ensemble des produits, on apposera au niveau douanier des étiquettes qui mettront un contenu carbone sur tous ces produits dès qu'ils rentreront sur le territoire français ou européen, enfin sur le territoire d'application de l'allocation climat. Vous aviez cité l'exemple de Carrefour, vous aviez dit que c'était impossible de faire sur 150 000 produits une analyse de cycle de vie sur chacun des produits. Mais au final, là, je ne vois pas la différence avec ce que vous proposez. Enfin, ça revient au même. En tous les cas, il faut quand même une analyse des émissions carbone. C'est une bonne objection. Ces étiquettes seront bien sûr simplifiées, c'est-à-dire qu'elles seront simplifiées et pénalisantes. C'est un t-shirt en coton qui vient d'Indonésie. On prendra un t-shirt en coton avec électricité des centrales à charbon indonésiennes. Et il sera tellement pénalisé que très vite, il sortira du marché. Parce que la contrainte carbone va s'appliquer fortement, rapidement. Une baisse de 5% par an, c'est une pression extrêmement forte. Donc, pour rester sur un marché, il faudra être capable de montrer qu'on a baissé son poids carbone. Alors, je réponds quand même à ta question, l'étendue des références, effectivement, mais on pourra faire des choses simplifiées en disant que tous les t-shirts qui viennent d'Indonésie sur une année valent tant de kilogrammes de carbone, point. Et puis, si quelqu'un veut prouver que non, il est un peu meilleur que ça ou nettement meilleur que ça, eh ben, il faudra qu'il soit capable de le prouver en respectant un processus de certification. Il y a un exemple où la France a été motrice et a répandu un système qui, après, a été adopté très, très largement dans le monde, c'est la TVA. La TVA a été inventée par les Français au milieu des années 50 et s'est avéré être un système extrêmement efficace pour produire de l'impôt. Énormément de pays, sauf les États-Unis, ont adopté ce système qui a introduit des obligations comptables conséquentes, mais qui fait que, à la fin, toutes les valeurs ajoutées sont taxées de la même façon. Alors, il y a juste une comparaison pour expliquer un petit peu le fonctionnement de l'étiquetage carbone. Vous savez que pour faire le PNB, on fait la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des activités économiques dans un périmètre donné et que ce PNB correspond à la somme des revenus distribués dans ce même périmètre. C'est un peu pareil avec le carbone, c'est-à-dire que la somme du carbone émis par toutes les phases de production doit être égale à la somme du carbone émis à la phase consommation. Et de la même façon qu'on arrive à peu près à produire cette égalité en termes financiers pour le PNB, l'objectif, c'est de produire cette égalité en termes d'émissions de carbone pour la production d'un côté et la consommation de l'autre. Enfin, moi, je me suis reconnu un petit peu quand tu disais que ça reproduisait un peu un système libéral qu'on n'aimait pas trop. Et moi, j'ai l'impression que même si ça ressemble à un système libéral, ça paraît quand même inacceptable pour une grosse partie du spectre économique, mais qu'en même temps, ça les titillera puisqu'on leur montrera que en restant dans un système un peu libéral, on pourrait quand même atteindre nos objectifs carbone. Du coup, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà discuté un petit peu de ce que ça représente en changement de culture? Parce que ça représente quand même quelque chose d'énorme pour beaucoup de secteurs économiques. Le changement culturel auquel ça correspond, oui, il est très important, mais il va s'installer malgré tout progressivement parce que l'essentiel de la population va se trouver au début plutôt conforté dans sa capacité à consommer plutôt qu'incité à déconsommer. Mais ça a quand même l'intérêt de mettre la pression sur ceux qui émettent le plus et surtout sur ceux qui épargnent le plus. Donc ceux qui ont le plus de capacité d'investissement pour décarboner leur mode de vie. Par exemple, des gens capables d'acheter une Tesla, c'est des gens plus de 50 ans, CSP++. Disons qu'on oriente l'effort sur ceux qui peuvent le plus y répondre dans un premier temps. C'est ça l'avantage. Et progressivement, mais progressivement, ça va venir assez vite, ça va toucher. Alors, il y a une bonne part du chemin qui sera faite aussi par les changements d'infrastructure. Le jour où, par exemple, à budget égal, on saura produire des voitures qui fonctionneront toutes à électricité à prix égal, cette progression vers la décarbonation de nos modes de vie, elle résultera d'un changement qui ne coûtera rien aux consommateurs. L'intégralité de l'effort ne résultera pas
de cette pression qui résultera du budget carbone personnel. Mais le grand intérêt du budget carbone personnel, c'est que ça s'adresse à ce sur quoi on n'a aucun moyen d'agir, qui est la consommation personnelle, c'est-à-dire l'envie de consommer, cette propension à ne pas mettre de limite à sa consommation. Il y en a qui sont capables de le faire, mais il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas capables et sans une mécanique un petit peu contraignante, ils ne le feront pas dans les temps, en tout cas. Pardon, c'est juste pour revenir sur ma question d'avant parce que j'ai toujours pas très bien compris. On va dire que l'émission, c'est quelque chose qui est à fait globalement, mais peu importe qui fait l'émission, ça impacte tout le monde. Donc ce que je me dis, c'est on décide de le faire, sauf que les États-Unis refusent. Donc on dit, du coup, on doit se fermer aux États-Unis, puisque s'ils refusent, on ne peut pas les accepter dans notre territoire. Mais donc si les États-Unis continuent de consommer autant et que du coup les Français sont autant impactés que les États-Unis, parce que l'émission ne se règle pas à un continent, comment on fait pour que les Français, parce qu'ils ont quand même un pourcentage plus petit qu'on va dire la Chine ou les États-Unis, acceptent ce changement? Alors ça, c'est un argument classique, mais qui pèse, hein, qui est que le poids très relatif de la France dans le total des émissions et pour résoudre un problème qui est un problème global, un problème mondial. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est malgré tout dans un ensemble politique qui est l'Europe, qu'on pourrait convaincre de l'utilité de ce système si on convainquait déjà au niveau français. Et l'Europe a cet avantage, ça reste quand même un très gros consommateur, un énorme marché pour les États-Unis. Et si les États-Unis ne sont pas capables de décarboner leur économie, leurs produits sortiront du marché, en tout cas du marché européen. Donc, ça a un effet indirect d'offrir des opportunités de relocalisation de la production industrielle sur le territoire européen s'il y a des industriels capables de répondre à cette demande du marché de bien décarboner de manière plus efficace que ne le feraient des entreprises états-uniennes qui auraient encore à disposition des sources d'énergie relativement carbonées. Alors, ça pose une autre question un petit peu plus compliquée, qui est de l'émergence éventuelle de filières économiques décarbonées qui s'adresseraient à des marchés de niche, mais qui se créent pour ceux qui ont de l'argent et que ceux qui ont moins d'argent soient contraints par absence d'offres de rester sur des consommations beaucoup plus émissives. Alors ça, c'est possible, c'est même vraisemblable, mais de proche en proche, les marchés de niche, ce ne restent que des marchés de niche. Et s'il y a des industriels qui veulent, parce qu'ils seront confrontés aussi à des risques de déconsommation, et cette déconsommation, d'ailleurs, on peut souhaiter la voir advenir, hein, et il y aura sans doute un report sur des biens moins souvent changés, mais avec un impact émissif plus réduit. Mais cette déconsommation aussi fera que pour rester sur un marché, il faudra être capable de fournir des produits, y compris sur des marchés de produits plus bas de gamme, des produits décarbonés. Et je voudrais revenir sur la question des biens amortis, qui ont malgré tout une valeur marchande, ou une vieille maison, un vieil immeuble à Paris. Paris n'est fait que de vieux immeubles totalement amortis en carbone. Alors, l'attrait financier des biens amortis va augmenter, donc c'est une promotion de tout ce qui a déjà été construit auparavant, donc c'est une incitation à recycler qui est extraordinaire. C'est-à-dire que plutôt que de racheter une voiture électrique toute neuve, je vais racheter une vieille voiture électrique et puis je vais peut-être me satisfaire d'une autonomie réduite des batteries. Des meubles, plutôt des meubles de récup, et ça existe déjà au niveau financier, mais ça pourrait être motivé pour des raisons de carbone, pour des raisons d'émissions. Donc, il y aura une prime apportée aux biens déjà totalement amortis. La question est un peu différente pour le logement. Mais le logement, ce n'est pas du tout un bien de consommation, donc on peut imaginer qu'il sorte du système, régulé par d'autres mécanismes. On peut très bien imaginer qu'il y ait des taxes foncières qui tiennent compte de cette différence de poids carbone. On compense ça par un coût financier. Mais au moment où vous allez négocier ça avec les politiques, enfin, notamment les représentants un petit peu de la classe bourgeoise, est-ce que vous allez essayer un petit peu de les appâter en disant non, mais vous inquiétez pas, vous pourrez toujours conserver, je ne sais pas, un marché un petit peu élitiste de l'art, par exemple. Et je pense que la classe bourgeoise va réfléchir à comment se réinventer pour conserver son avantage sur un marché qui est contraint par le carbone. Donc, la richesse ne disparaîtra pas. Mais enfin, une richesse qui serait constituée uniquement d'œuvres d'art, c'est pas ça qui crée une inégalité absolument majeure et insupportable au niveau social. Ce qui est certain, c'est que se différencier socialement, ça restera possible, ne serait-ce que sur des critères culturels, puisque finalement, posséder une œuvre d'art et lui attribuer une valeur, c'est un a priori culturel. J'ai décidé que ce Picasso valait 100 millions de dollars parce que, voilà, il n'y a pas de valeur d'usage derrière. Alors, de la même façon, un sac Vuitton qui est fait d'énormément d'heures de travail manuel,
éventuellement, coûtera pas beaucoup plus en carbone qu'un sac plus ordinaire, bien qu'il puisse coûter énormément en argent du fait des salaires qu'il a fallu distribuer. Et ça restera un outil de différenciation sociale efficace. Et subsisteront bien sûr toutes ces possibilités de maintenir une classe riche qui essayera d'asseoir sa domination sur le reste de la société. Jusque-là, on a parlé de la circulation des biens, mais on n'a jamais parlé de la circulation des personnes. C'est plus facile de refuser l'entrée de certains biens sur le territoire parce qu'on dit bah non, ils ne sont pas bien étiquetés, que enfin, c'est un peu la fin du tourisme, non? Enfin, parce que on peut imaginer que au-delà de l'Union européenne, ça sera sûrement pas adopté par tous les pays. Et donc, dans ce cas-là, comment on peut à la limite compter le billet d'avion parce que ça va être une compagnie nationale, donc on peut savoir à combien ça va correspondre en termes de carbone, mais une fois qu'on est là-bas, enfin. La question compliquée, évidemment, c'est tous les flux économiques et les flux de matière et les flux de marchandises qui franchissent les limites d'application du système, les frontières du système. Alors, il y a deux solutions. Bon, imaginons que c'est appliqué au niveau européen. Je vais aux États-Unis, il y a deux possibilités. Soit on considère que les dépenses faites aux États-Unis, elles n'ont pas de poids carbone, mais on considère que les Américains qui viennent en France devront acheter des points carbone. Donc c'est une possibilité. Et puis il y a l'autre possibilité qui est de dire, ben non, vous allez aux États-Unis, vous allez dépenser 5 000 euros et il y aura un système de traçabilité des licences qui sera capable de dire l'hôtellerie aux États-Unis, ça coûte en moyenne tant, les déplacements aux États-Unis, ça coûte en moyenne tant, et ça aboutit à un poids carbone approximatif qui est défalqué de votre budget carbone. En général, la réaction, la première, quand on nous dit oui, à chaque transaction, à chaque acte d'achat, il y a un poids carbone qui est décompté, c'est « Ah, mais c'est du flicage intégral, ça !» sans se rendre compte que ce flicage, il existe déjà. Et ça fait un bout de temps qu'il existe parce que les relevés de compte, ils sont capables de vous dire évidemment, c'est un système qui marche bien quand tout se fait par carte bancaire, par paiement dématérialisé, mais on n'interdira pas, on a parlé tout à l'heure, les paiements en cash. Et puis, il y a tout ce qui se passe aux frontières du système. On pourrait aussi bien dire, ah ben oui, mais tous ceux qui émettent énormément de carbone, ils vont se barrer et puis aller dans des pays où ils ne seront pas soumis à cette pression sur le carbone. Évidemment, de la même façon que les gens fuient l'impôt sur le revenu en partant en Suisse, de la même façon qu'il y a des tas de manières d'éviter. Et il y aura des fraudes, et il faudra lutter contre les fraudes, et il y aura des tas de trucs qu'on n'a pas imaginés encore, ça c'est sûr. D'un point de vue global, il y a un problème, c'est que là, on rentre dans un autre problème qui est le droit international. Toutes les conventions qui ont été faites jusqu'à là concernant le climat, elles ne sont pas juridiquement contraignantes parce qu'on rentre dans le cadre de la souveraineté de chaque État. Et c'est là où il y a la complication de la chose. Là, récemment, en mois de mars dernier, il y a eu un changement qui va peut-être changer les choses. Et c'est la première fois qu'on a eu au niveau de l'Assemblée des Nations Unies qu'il y a eu une demande Advisory Opinion for the Climate Change. Et c'est la première fois que ça a été fait. Il y a plein de débats qui se passent autour de ça. C'est le sujet du moment, mais il n'y a pas de réponse. Oui, du coup, juste pour revenir sur ma question d'avant, vous avez dit que vous inscriviez dans le monde politique actuel, mais après, vous nous dites que vous voulez inventer un nouveau monde en quelque sorte. De toute façon, à d'automne, ce sera un nouveau monde par rapport à ce qu'on a actuellement, de fait. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on se refuse à envisager les changements nécessaires, la justice sociale au hasard? Du coup, vous inventez un nouveau monde. Forcément, vous allez sortir de la forme de libéralisme qu'on a actuellement. Pourquoi vous tenez à y rester? Moi, vraiment, ça me perturbe fortement. De mon point de vue, j'ai l'impression qu'une situation comme ça, parce qu'il faut être rapide, c'est quand même quelque chose qui peut être, peut-être je me trompe, hein, mais qui peut quand même être plus facilement accepté parce que les personnes au pouvoir, elles vont être embêtées, mais elles peuvent quand même avoir du pouvoir. Et c'est pas le monde qu'on veut. Enfin, pour moi, je trouve que dans l'urgence qu'on est, on veut peut-être pas résoudre tous les problèmes, mais peut-être avoir une solution temporaire pour que pas qu'on on finisse tous mort. Et du coup, ça, c'est une situation qui, oui, ne répondent pas aux inégalités sociales. Ça, je suis complètement d'accord, probablement, mais répondent à une autre partie qui est le climat et qui fait que peut-être au moins cette partie-là peut être changée parce que plus de monde accepterait un système où tout le monde est confronté à. Enfin, comment dire, quand tout le monde est impacté. Quand on sera à 2 tonnes par personne par an, ce sera un énorme facteur quand même d'égalitarisation sociale. Faire la révolution, c'était déjà à l'ordre du jour en 72 et 50 ans se sont passés. Et dans ces 50 ans, rien ne s'est passé. Donc, plutôt que d'attendre encore 30 ans le grand soir et de se retrouver en 2050, on a bien essayé, mais on n'y est pas arrivé, on s'est dit qu'il valait mieux présenter un système qui, je dirais, donne l'illusion de pouvoir conserver
le bénéfice des inégalités sociales actuelles, puisqu'il y a des gens qui considèrent que c'est un bénéfice économique. On est plus efficace économiquement si on n'est pas tous logés à la même enseigne. Sachant qu'avoir une consommation régulée par cet impératif des 2 tonnes en 2050, ça égalise quand même sacrément les lifestyles à cet horizon. Hein. Ce qui est probable, c'est que toutes les inégalités ne s'éteindront pas, mais elles seront quand même sacrément réduites quand cette pression-là s'exercera. Et c'est ça qui peut nous rendre aussi un peu sceptiques et pessimistes, parce que sachant la pression à laquelle ça correspond, on peut se dire, est-ce que ça viendra? Pour ce qui est de la question sociale, je pense que donc vous en avez parlé, mais peut-être pas assez, du fait que donc il y aura tout un marché des points carbone qu'on peut vendre ou acheter. Et est-ce que ça aiderait pas les plus démunis? Donc ils vendent leurs points carbone parce qu'ils en ont pas forcément tous besoin. Ils reçoivent de l'argent et donc la question sociale est peut-être plus. Et pour nous, c'est aussi un énorme argument pour en favoriser l'acceptabilité politique. Parce que, pour parler clairement, si on parle aujourd'hui à la gauche politique en France, elle ne parlera que d'une chose, c'est l'intervention de l'État et l'action sur les infrastructures sans que les gens aient à prendre des décisions eux-mêmes. D'une certaine manière, c'est décarboner mon mode de vie sans que je m'en aperçoive, quoi. Alors que ça nous semble difficile à atteindre. Si on parle à la droite, ça va être décarbonez-vous parce que c'est de votre responsabilité et puis l'État n'ira pas voir plus loin en la matière. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on impose une nouvelle règle qui s'impose égalitairement à tout le monde. Donc, cette règle de l'égalité, elle satisfait plutôt le camp à gauche. On dit que ceux qui ont des moyens peuvent s'adresser au marché pour conserver une part de leur mode de vie temporairement, en tout cas prendre le temps de s'adapter en 2050 ou de mourir. Ça peut parler à la partie droite. Toujours par rapport à la question sociale, vous aviez évoqué les déciles du milieu, enfin les classes moyennes qui sont pas riches et qui pour autant, par exemple, utilisent beaucoup la voiture parce qu'ils habitent dans des zones périurbaines. Et eux, enfin, vous aviez dit qu'ils étaient un peu dans une impasse, ils ne pouvaient pas en acheter ni en vendre des enfin des points carbone. Ils font comment? Vu qu'on vit dans un monde où on choisit pas trop. Alors, on n'a absolument pas nié le rôle des décisions de l'État dans la réduction des consommations. Et il se trouve que les classes moyennes qui sont les plus contraintes, elles sont contraintes par ce que tu as cité, par le logement et les transports. Et ben ça, c'est la réglementation qui va adresser ce problème. Il est évident, ce n'est pas les locataires qui peuvent décider de l'isolation de leur bâtiment. Ils peuvent que payer leur loyer. Bon. Donc, il y a des secteurs entiers qui ne sont pas réglés par la location climat et par la pression de la consommation. Tout n'est pas de l'ordre du marché. Mais si on sait intervenir réglementairement sur le bâti ou sur les bagnoles, on ne sait pas s'adresser à cette part de la consommation et cette énorme part de nos émissions qui sont la consommation courante. Donc nous, c'est une mesure qui vient en complément avec d'autres actions réglementaires ou sur l'infrastructure énergétique, par exemple. En fait, moi, encore une fois, ce qui me dérange, c'est l'écologie, je suis d'accord, c'est hyper important, vraiment. Mais la question sociale est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il y a beaucoup plus de pauvres en France aujourd'hui. Donc, vraiment, je ne comprends pas comment on peut décorréler les différentes causes. Enfin, on va créer des pauvres climatiques, en fait. Parce qu'en fait, les pauvres vont être obligés de revendre leur crédit carbone pour manger. Non, mais c'est justement une question qui était intéressante. On s'était dit qu'ils vont s'enrichir en vendant, mais on s'était posé la question de savoir qu'est-ce qui se passerait. Eh ben, on s'était dit que ça allait être un sacré choc économique et que peut-être, je dirais, l'ensemble de la société en pâtirait, qu'il valait mieux qu'il y ait une décroissance régulière dans les émissions de carbone et dans les possibilités de l'émettre de 5% par an, plutôt qu'un gros choc instantané qui ferait qu'il y aurait tout d'un coup 15% du carbone qui disparaîtrait. Et c'est pour ça qu'on a imaginé un système où il y aurait une remise automatique du carbone non consommé en fin d'année sur le marché. Pareil, il y aurait une critique qui serait très facile. Tout le monde ne peut pas mettre du carbone sur le marché. Bon, on a imaginé que, bien sûr, on n'allait pas demander aux gens d'aller faire des démarches volontaires de s'inscrire sur un marché à terme du carbone. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on imagine la chose. C'est une remise automatique sur le marché avec un acteur de marché qui est capable de créer une valeur qui correspond aux échanges du moment. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un sacré transfert de richesse. Hein. Et c'est plusieurs centaines d'euros par mois pour le premier décile. Et c'est intéressant parce que ça aboutit d'ailleurs à un prix du carbone. On avait fait des hypothèses sur un prix du carbone qui est bien au-delà du 1 euro le kilo, hein, de 1 000 euros la tonne. C'est-à-dire émettre 2 fois plus que la moyenne des Français, ça pourrait coûter entre 15 000 euros et 45 000 euros. Quoi.
ça serait des sacrés transferts de richesse, hein. On n'imagine pas le prix que le carbone pourrait atteindre. Il pourrait atteindre des sommets, parce qu'à un moment donné, c'est comme un fumeur qui a besoin de tabac. Il est prêt à payer très cher la clope qui lui manque, hein, pour faire terminer la soirée. Là, par exemple, vendredi, il y a eu une action là, qui était contre les partenariats climaticides. Et juste un des premiers trucs qu'on nous a opposés, c'était de dire oui, mais ils sont dans la légalité. Et juste, ce qui va être drôle, c'est de voir un petit peu la classe climaticide, les entreprises climaticides et la classe bourgeoise, en fait, galérer parce qu'on va leur mettre en face un système un petit peu technique et réglementaire qui rentre vraiment exactement dans leur cadre de pensée. Et ça, ce sera aussi un socle, un super beau levier pour lancer ensuite une transformation sociale. Mais le truc, c'est que, enfin, je sais pas, première candidature aux élections présidentielles écolo, c'était en 1970. Ça fait au moins 50 ans qu'on a les bases scientifiques méga claires pour une transition écologique. On a réussi à rien trouver. Donc, moi, j'ai l'impression que quand même, là, il va vraiment falloir une solution hein, pour convaincre une partie de la classe politique que ça vienne et qu'ensuite, on les fasse galérer de ouf d'un point de vue réglementaire.